Donc vous l'aurez compris, moi je suis enseignante en activité physique adaptée et je suis la présidente de Apadian. Apadian, c'est une maison sport santé qui fait partie donc d'un réseau national qui est reconnu par les ministères de la Santé et les ministères des Sports. Et donc on va parler aujourd'hui d'activité physique et plus particulièrement d'activité physique adaptée. Mais en fait, ce terme, il renvoie à la maladie, alors que l'activité physique, c'est le quotidien. Et l'activité physique, c'est tout le temps. Est-ce que vous connaissez les recommandations d'activité physique de l'Organisation mondiale de la santé ? Ouais, merci d'être venu. C'est 30 minutes minimum par jour d'une activité modérée, et ce, quel que soit son état de santé. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous êtes à l'amende, hein. Vous n'y êtes pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce que avec la nutrition ou l'alimentation dont vous allez entendre parler juste après, c'est vraiment 2 piliers de la santé. Et donc, quand on a une pathologie qui vient survenir dans la vie, et ben, l'activité physique, elle doit être encore plus présente. Au même titre que le plaisir qu'on peut trouver, et vous en avez très bien parlé tout à l'heure. Et donc il faut absolument changer le paradigme, changer la vision des choses. Je suis malade, donc je reste dans mon lit. C'est super important et c'est la seule chose que vous devez retenir de tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Arrêtez de considérer que comme je suis malade, je dois rien faire. C'est pas toujours facile, pas toujours simple, pas toujours évident. Et quelles que soient les propositions qui vous sont faites, moi je vous encourage, en tout cas quand on a un cancer métastatique, à être entouré, en tout cas dans un premier temps, de professionnels qui vont vous accompagner. C'est important pour pas faire n'importe quoi. Et c'est aussi rassurant. Et puis on a entendu tout à l'heure, cette maladie, comme beaucoup d'autres, elle va avoir tendance à nous isoler dans notre bulle. L'activité physique, ça peut être un moyen de pratiquer dans un groupe et de rencontrer des gens qui sont des pairs ou qui sont différents, parce que des fois on a aussi envie de sortir de ce milieu, et du coup c'est intéressant d'avoir des groupes accessibles. Si on parle plus du cancer métastatique, l'activité physique, elle est recommandée. On doit faire attention aux métastases si elles ne sont pas consolidées. C'est un risque, notamment si on prend des coups ou des choses comme ça par rapport aux fractures. Mais il n'y a pas vraiment d'autres contre-indications. Donc, tournez-vous, je vous conseille moi, de vous tourner vers le réseau des maisons sport santé, où il y a des professionnels. Elles ont pour objectif de vous accueillir, de vous informer, de vous orienter. Elles travaillent avec des clubs qui sont munis d'éducateurs formés sport santé et qui vont pouvoir vous accompagner au mieux possible. Voilà pour moi. C'est bon ? Ouais. Ah oui, là, attendez. Comment on fait ? Oh là, attendez. Super. Bonjour, je m'appelle Carole et je viens vous parler de cuisine aujourd'hui. Alors, je suis plus à l'aise en cuisine ou en train de déguster un bon plat derrière à une bonne table. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi de parler de cuisine, mais enfin, je vais essayer de le faire. Voilà, donc du coup, j'ai j'ai rejoint l'association OSE avec Aurélie. Et donc, on part une semaine, on essaye de partir une semaine et d'emmener des femmes atteintes de cancer du sein métastatique, donc au bord de la mer. Et pendant ce séjour, je m'occupe de faire à manger, en fait, tout simplement aux 8 participantes et aux encadrantes. Et puis, je propose également des ateliers de cuisine, parce que, je considère, mais on est tous d'accord là-dessus, sur le fait que c'est aussi une ressource pour introduire du plaisir et du bien-être au quotidien. C'est accessible à tous et de la même manière que de se bouger, d'avoir une activité physique régulière,
bien manger, c'est important, c'est essentiel. D'autant que, effectivement, la juxtaposition de la maladie associée au traitement peuvent entraîner des changements dans les habitudes alimentaires. Donc, en fait, on peut consommer de tout, mais avec modération. Et donc pendant ce séjour, voilà, j'essaye d'apporter et de faire attention à la qualité des produits. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de se faire plaisir. Et donc, autant que faire se peut, c'est de bien choisir ses produits. Donc, plutôt frais, locaux, de saison. On a la chance d'habiter en France, donc on a vraiment une diversité extraordinaire, des producteurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc je pense que où qu'on soit finalement en ville ou à la campagne, il est assez aisé d'aller trouver des bons produits. En ville, vous avez des marchés extraordinaires. Et à la campagne, on peut se rapprocher de groupements comme les AMAP, il y a également les drives fermiers, essayer d'aller chercher des produits locaux de saison dans une... Et voilà, en profiter en plus pour rencontrer ces gens qui produisent. Donc c'est aussi, le plaisir vient vraiment à tout, à chaque étape finalement de ce processus, d'aller faire ses courses. Je vais préparer mon repas et puis je vais le déguster surtout. Voilà, donc on va voir donc, la qualité des produits, les couleurs, les odeurs, donc comment on peut les maintenir, comment on peut favoriser ça. Et puis je trouve que la cuisine, c'est vraiment un moment de partage et d'émotion. On fait vraiment appel au sens, à l'œil, aux odeurs. C'est un moment, c'est une expérience en fait. Et alors quand on peut le partager avec une bonne tablée, ça peut vraiment faire la différence. Voilà, donc je vous disais la qualité des produits, donc plutôt des produits bruts. On évite tout ce qui est raffiné. C'est vrai qu'on a accès à beaucoup de choses aujourd'hui, mais si on revenait un peu à l'essentiel, à des choses basiques, au produit tel qu'il est, on bénéficie de toutes ces qualités nutritionnelles. Donc je ne vais pas m'aventurer sur le terrain médical, mais quand même, des fois, je vais faire un peu d'incursion, je ne peux pas m'en empêcher. Et j'espère que si je dis une bêtise, je compte sur vous pour m'interrompre. Voilà, donc des produits bruts. Voilà, on privilégie quand même toujours les protéines parce que vraiment, avec les traitements, on peut éventuellement s'affaiblir. Donc il faut vraiment une cuisine pleine de nutriments. Donc la protéine animale et végétale va nous l'apporter. Les vitamines et les minéraux au travers des fruits et des légumes avec les fibres. Des légumineuses et des céréales pour le côté féculent et le côté rassasiant, réconfortant, et le choix des bonnes huiles essentielles, enfin pas essentielles, pardon, des bonnes huiles de première pression à froid, ainsi que les oléagineux, tout ce qui est fruits à coque, les noix, les noisettes, etc., etc. Alors moi, je suis plutôt favorable à des produits issus de l'agriculture bio ou au moins de l'agriculture raisonnée. C'est vrai que quand on achète français, on a quand même toujours un peu la certitude d'avoir de bons produits. Et puis je recherche toujours la saisonnalité des produits et la recherche de la variété. Et quant aux approvisionnements, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter en France et sur ce point-là, on est quand même assez gâtés, qu'on soit en ville ou en campagne. Il y a aussi les surgelés, donc je n'ai pas du tout d'action chez Picard, mais je trouve que Picard nous offre des produits bruts hyper faciles à travailler. Quand on est pressé, on revient du travail, ou quand on a une journée très fatigante, on n'a pas forcément l'énergie d'aller faire ses courses. Finalement, d'avoir toujours un peu de surgelé brut, eh bien, ça permet de pouvoir préparer des choses simples à la maison et d'une manière assez rapide. Voilà, alors pour les couleurs et les odeurs, en fait, c'est vrai que je fais attention aussi à la juste cuisson. C'est vrai qu'un petit légume vert qui a cuit, compoté, il est plus vert du tout. Donc c'est vrai que si on le propose un petit peu al dente, il va garder tout son croquant, toute sa fraîcheur, et en plus il va garder ses couleurs. Donc c'est quand même toujours plus appétissant d'avoir dans son assiette des choses colorées que des choses un peu passées, quoi.
la qualité des assaisonnements, donc avec les huiles de première pression, comme je vous disais, et puis l'utilisation des épices qui va aussi exciter un petit peu l'appétit. Par rapport au traitement, on peut avoir des baisses d'appétit, ça peut réveiller. Finalement, les épices peuvent réveiller tout ça. Et il y a une autre chose qui est importante, oui, quand on a vraiment perdu aussi, ou peut-être des nausées dans certains traitements, c'est le cas, de ne pas hésiter à s'orienter sur des produits avec des saveurs un peu plus délicates, ou même le froide, parce que les odeurs peuvent éventuellement déranger. Les herbes aromatiques aussi, ça va nous apporter beaucoup de vitamines et de minéraux, et ça va vraiment twister un repas, un plat qui peut devenir vraiment plus sympa avec juste un petit peu de basilic ou de persil ou de ciboulette. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, donc la préparation d'un repas, voilà, il y a du partage et d'émotions à toutes les chaînes de la fabrication du repas, entre guillemets. Donc c'est un moment donc, qui peut aussi être de l'évasion si je vais sur le marché. Ça peut faire aussi appel à la créativité quand on fait une recette et puis que finalement on n'a pas toujours les bons ingrédients à la maison, on va se lancer. Puis si on rate, c'est pas grave non plus, quoi. C'est ça aussi que je tiens à dire. C'est une expérience au fond. Voilà, et effectivement, quand on vient à déguster ce qu'on a préparé, il y a quand même une satisfaction, c'est un moment de partage, si on a la chance d'être entouré d'amis ou de famille, c'est quelque chose qui peut devenir un moment très très convivial et heureux. Voilà, alors là, c'est la petite partie tout de suite un petit peu, comment dirais-je, presque scientifique, mais aussi j'ai introduit cette notion de chrononutrition, mais vraiment inspirée de la chrononutrition. C'est que, en fait, je me suis aperçue que finalement, tout au long de la journée, nos besoins sont différents. Donc, et attaquer un petit déjeuner plutôt salé, protéiné, gras, va éviter d'avoir une fringale en fin de matinée. Et l'idée, c'est en fait de maintenir une glycémie stable tout le long de la journée. Donc avec plutôt un petit déjeuner gras, protéiné, plutôt costaud comme chez nos grands-parents finalement. On attaquait la journée avec un petit déjeuner plutôt costaud, un déjeuner plutôt équilibré avec protéines, fruits, légumes et comment dirais-je, féculents. Et puis un goûter pour aussi nous faire tenir jusqu'au repas du soir, pour éviter cette petite chute là d'attention qu'on peut avoir en milieu d'après-midi. D'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas trop éteint là, tout de suite à l'instant. C'est presque l'heure du goûter. Et puis un dîner, on va dire, assez léger, puisqu'on va aller se coucher, qu'on n'a pas besoin beaucoup d'énergie pour aller dormir. Voilà. Donc c'était un peu pour montrer que finalement, tout le long de la journée, on a des besoins qui sont différents, et d'être un petit peu à l'écoute de ces vrais besoins-là, ça va nous permettre justement, avec une alimentation adaptée, de pouvoir faire le plein d'énergie toute la journée, sans ce coup de barre à 11 heures, ni celui de 4 heures, et de pouvoir être un peu... Moi, je conçois un peu l'alimentation comme le carburant dont on aurait besoin pour rouler le plus longtemps possible, sans panne d'essence, quoi. Voilà. Non, pas en ce moment, on ne va pas parler d'essence, c'est vrai. Voilà, donc à la fin, c'est pas facile. Voilà, l'idéal, ça aurait été de faire un cours de cuisine, de pouvoir échanger ensemble, parce qu'il n'y a qu'en mettant les mains dans le cambouis, ça remarche en fait. C'était bon le son quand même avant. Donc, qu'est-ce que je disais ? Les ressources. Ah voilà, oui, donc je n'ai pas pu faire un cours de cuisine, ça aurait été plus simple et on aurait pu échanger. Bon, on n'a pas beaucoup de temps en plus, mais en tous les cas, tout ce qui m'a aidé, moi, à m'intéresser à la cuisine et à pouvoir produire des choses à peu près intéressantes, parce qu'au départ, j'étais pas du tout bonne en cuisine. Il a fallu que je le fasse parce que j'ai eu un enfant et que je me suis dit que c'était important de le faire. Et puis après, malade, j'ai vraiment voulu m'occuper de moi. Et bien, donc, à travers des livres de cuisine comme les livres de Marie Chiocca, Laurent Mariotte, qu'on voit beaucoup à la télé, mais c'est des recettes simples, faciles à réaliser à la maison, et il a toujours de très très bonnes idées. Vous avez beaucoup de chaînes YouTube où on a pas mal de gens en ligne, dont Marion Kaplan, qui s'intéresse beaucoup, elle, à la cuisine vapeur, et j'ai beaucoup été inspirée par elle.
Il y a les comptes Insta qui fleurissent de partout, dont The Chef Tommy, qui est un petit jeune qui travaille beaucoup tout ce qui est légumineuse, parce qu'on nous parle des légumineuses, mais on ne sait pas toujours comment les cuisiner. Donc là, il y a pas mal de recettes qui sont intéressantes. Et toutes les émissions de télé, donc comme je vous disais, en premier, j'aime bien celle de Laurent Mariotte, les petits plats en équilibre, que tout le monde connaît. Et c'est vrai que c'est souvent des recettes simples, faciles à préparer et souvent très équilibrées. Et enfin, l'application Marmiton, c'est vrai qu'on a une idée, tiens, c'est la saison des butternuts, je ne sais pas du tout comment je vais les cuisiner, vous tapez butternut et en général, vous avez toujours une liste de recettes intéressantes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités pour vous parler un petit peu de l'alimentation, nutrition, diététique au quotidien, un petit peu les vrais faux. On a essayé d'être très concis parce que d'habitude c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, vous allez voir. Je me présente, je suis Carole Calogero-Poulos, je suis diététicienne nutritionniste à l'Institut Curie et du coup... Moi je m'appelle Timothée, je suis médecin à l'Institut Curie, spécialisé en nutrition. Voilà, du coup on va essayer d'être rapide pour qu'ils puissent avoir... L'objectif c'est de délivrer des messages clairs, accessibles, pour avoir les idées précises sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, c'est vraiment quelque chose qu'on tient à vous dire aujourd'hui là, par rapport à cette présentation, être capable de se situer, d'être capable de se dire dans quelle situation je me trouve au jour d'aujourd'hui. Parce que les messages ne sont pas les mêmes. Et comme les messages sont compliqués, on va voir un petit peu que parfois, ça peut être pas du tout l'équilibre alimentaire. Donc, on va voir un petit peu cette situation-là. Mais il y a la plupart des cas, pour vous, ça peut être l'équilibre alimentaire. Mais il faut savoir dans quelle situation on se trouve et pas forcément se dire, voilà, l'alimentation... Oui, ben voilà, ça c'est le maître mot dans le... Voilà. Donc, première question, j'étais en surpoids, j'ai perdu du poids, est-ce que c'est bien ? Alors, c'est ça. Alors, c'est ça, justement, au fait. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important pendant les traitements, c'est d'éviter toute perte de poids, parce que s'il y a une perte de poids, si on est pendant les traitements, c'est malheureusement pas forcément de la masse grasse, c'est plutôt de la masse musculaire. Et du coup, le risque là, c'est plutôt la dénutrition. Donc, c'est vraiment important en fonction de les effets secondaires qu'on a qui peuvent éventuellement impacter sur l'alimentation et qui peuvent faire varier notre statut nutritionnel. Donc, un indicateur important, c'est pas d'où on part, le poids d'où on part, mais c'est la variation de poids, que ce soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, on va voir là deux situations. Et parfois, on peut être dans ces situations un petit laps de temps, je peux dire un mois, 2 mois, mais peut-être que ça peut durer. Donc, il faut savoir où se situer. Donc, première situation. Effectivement, on se retrouve dans une situation où on a des effets secondaires d'ordre digestif et on va voir que ça a des conséquences, et en particulier celle de la dénutrition. Tout à l'heure, on vous avait dit justement, si on perd du poids, si on perd du gras, entre guillemets, c'est pas grave. Alors oui et non, mais lorsqu'on perd du poids, là, toute première chose qu'on perd, c'est de l'eau. Les quelques premiers centaines de grammes qu'on perd, c'est de l'eau. Et ensuite, ce sont les protéines qui sont en fait les constituants de base des muscles, et on va voir que c'est notre réserve énergétique. En fait, le poids que l'on mesure, c'est une donnée de santé qui est très simple, mais qui est extrêmement utile et très informative. Elle est le reflet d'un côté de ce qu'on mange, qui est mis en miroir avec de l'autre côté ce qui est utilisé par le corps, ce qui est utilisé pour son fonctionnement intrinsèque, mais ce qui est également consommé par la maladie. Donc, une perte de poids, c'est un déséquilibre de cette balance qui, malheureusement, va vers une désassimilation, une perte des constituants du corps qui, on va le voir, peut mettre en danger l'individu. Alors, une perte de poids, elle est proportionnelle au poids initial et elle est liée aussi à la vitesse de cette perte de poids. Et on sait qu'à partir de 5% de perte de poids par rapport au poids habituel, par rapport au poids avant la maladie, sur une durée d'1 mois, c'est déjà une situation où on se met en danger. 10% sur 6 mois, c'est également délétère. On va voir qu'on peut grader cette dénutrition
encore sur une perte de poids encore plus importante, 10% 7 fois sur un mois ou 15% sur 6 mois. On est dans une situation de dénutrition sévère. Et en réalité, c'est déjà une perte de 3 kg si on fait 60 kg, 6 kg si on fait 60 kg. C'est quand même des choses qui se voient très fréquemment. Alors, tout le monde n'est pas... ne fait pas face au même risque. Il y a certains cancers qui sont un peu plus pourvoyeurs de dénutrition, les cancers en particulier digestifs. Mais les cancers métastatiques, finalement, exposent aussi au risque de dénutrition, puisqu'il y a une consommation plus importante de l'énergie que l'on apporte par la maladie elle-même, ce qui aggrave les dépenses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se préserver des dépenses. Il faut des bonnes dépenses, comme l'activité physique, on l'a dit. Mais il y a quelque chose sur lequel on ne peut agir et qu'il faut intégrer, c'est les dépenses intrinsèques liées à la maladie, qui va déséquilibrer cette balance et exposer le sujet à un risque de dénutrition. Donc, ces éléments, oui. au-delà de la maladie, et elles-mêmes, peuvent être encore aggravés par les traitements qui vont avoir justement des conséquences sur le goût, voilà. sur des facteurs digestifs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un risque de perte de poids? C'est tout ce qui est lié forcément et qui va nous empêcher de manger normalement, avec du coup tout ce qu'on avait l'habitude de manger. Donc, après, ça dépend vraiment, c'est vraiment hétérogène. Ça dépend aussi au niveau du stade de la maladie, de la localisation, que ça soit des métastases, ça dépend vraiment de tout. Donc ça aussi, ça dépend du traitement qui peut plus ou moins avoir, et de la dose du traitement qui peut avoir un impact ou pas. Voilà, ça peut être aussi une toxicité au niveau des tissus qui se renouvellent rapidement, parce que c'est un peu l'effet de la chimiothérapie de tuer entre guillemets les cellules qui se renouvellent rapidement, et donc c'est le cas aussi des muqueuses dans la bouche et tout. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir plein de effets secondaires un petit peu sur la modification du goût et tout. Et du coup, ça dépend aussi de l'individu. Personne égale, traitement égal et dose égale, on peut avoir deux personnes qui réagissent différemment. Donc plusieurs types d'effets secondaires qui peuvent être digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, qui peuvent être aussi sur la modification du goût, la sécheresse buccale, les mucites, ça dépend, donc ça va. Donc la chose à voir, c'est que la plupart du temps, c'est des effets secondaires qui vont durer un petit peu après le traitement. Si c'est quelque chose qui persiste et qu'on voit qu'on mange moins que d'habitude, si ça s'ajoute sur plusieurs jours, ça peut avoir une conséquence sur la perte de poids et du coup induire éventuellement une perte musculaire et un risque de dénutrition. Donc tout ça, c'est assez fréquent, et du coup, c'est ce que je vous disais. Donc la sécheresse buccale, ça peut modifier le goût, donc on perçoit mal. Les mucites, ça peut faire mal, et puis on peut avoir la difficulté de manger du coup épicé là où on voulait manger épicé, ou solide, ça peut faire encore plus mal et du coup endommager encore plus les muqueuses. Donc il y a des petits laps de temps, et en fonction de combien de temps ça dure, si c'est 2-3 jours et après ça va et on reprend, tout va bien. Mais si c'est quelque chose qui persiste et voilà, l'important c'est d'en parler et d'aller essayer d'avoir le traitement en fait qui va permettre d'atténuer un petit peu les effets secondaires. Et au niveau de l'alimentation, après modifier. Par exemple, si on a une mucite, on va éviter le contact dans la bouche et du coup avoir des choses plus des textures molles, du coup plus riches en matières grasses pour que du coup ça puisse descendre plus facilement, etc. Les nausées, pareil, c'est quelque chose d'assez fréquent. On n'est pas tous égaux là-dessus. Donc après, il y a plein de petites astuces au niveau de la nutrition. Mais l'astuce numéro 1, c'est les traitements antinauséeux. Parce que du coup, l'alimentation, il n'y a pas quelque chose qui va empêcher la nausée. On va essayer d'adapter. Il y a quelque chose qui fonctionne chez l'un, qui ne fonctionne pas chez l'autre. On va essayer. Mais du coup, si le traitement qu'on vous a donné n'a pas fonctionné, il faut en parler pour trouver un autre traitement. Et surtout si ça persiste. Parce que du coup, c'est horrible. On ne peut pas manger. On est là en convivialité, on ne peut pas être parce que les odeurs, ça nous embête. Et du coup, pour garder tout ce plaisir de l'alimentation, d'essayer d'atténuer ça. D'accord, plusieurs astuces qu'on peut trouver au niveau des différents effets secondaires.
Alors effectivement, quand il y a des symptômes, il faut surtout en parler pour qu'on puisse agir précocement dessus. Alors pourquoi on s'intéresse à la dénutrition ? Comme je le disais, c'est une désassimilation, une perte des constituants, un état de faiblesse et d'amaigrissement qui va s'installer dans le temps et qui va empêcher l'organisme de fonctionner correctement. On va se sentir moins robuste, plus faible, plus sujet à des infections par exemple, mais également on va être moins en capacité de supporter les traitements anticancéreux, qui restent des traitements assez lourds, assez agressifs. Et de ce fait, on va devoir malheureusement soit les arrêter, soit diminuer la posologie. On n'aura pas l'ensemble du parcours qu'on aurait voulu mettre en place, c'est donc une perte de chance pour les patients. C'est la raison pour laquelle on est assez sensible et on sensibilise nos confrères oncologues, mais également les patients eux-mêmes, pour qu'ils puissent nous dire très précocement si des symptômes apparaissent, si le poids diminue. On doit donc prévenir la dénutrition et la traiter, en augmentant essentiellement les calories que l'on apporte. Par n'importe quel moyen dans ce cas. Si c'est quelque chose qui persiste, l'équilibre alimentaire, on le met de côté. Et là, du coup, on va sur ce qui passe et ce qui fait plaisir. Et si c'est pas un beurre confiture matin, midi et soir, c'est pas un beurre confiture matin, midi et soir. Le but, c'est de apporter, avoir un apport par n'importe quel moyen. C'est de continuer à faire fonctionner le corps humain, justement. Donc, en gros, si on retient, certains traitements font maigrir, on surveille son poids, on adapte l'alimentation, soit spontanément, soit avec des conseils auprès de nos collègues diététiciennes. S'il y a une perte de poids ou des symptômes, on les signale auprès des médecins ou des soignants que vous voyez. Et on y ajoute toujours l'activité physique adaptée. C'est primordial. C'est un des piliers de la prise en charge. Quel que soit le niveau, quelle que soit l'intensité, il est adapté aux capacités. Il va avoir des vertus très positives comme ouvrir l'appétit. Ça maintient la force musculaire. Ça favorise même la construction musculaire. On peut reprendre le muscle qu'on a perdu, et c'est le meilleur traitement contre la fatigue. Ça paraît contre-intuitif, mais lorsqu'on a une fatigue qui est liée au cancer ou liée au traitement, c'est pas la même fatigue de tous les jours en dehors d'une situation pathologique. C'est une fatigue qui ne va pas s'améliorer avec le repos. C'est une fatigue inflammatoire, si vous voulez. Et ça, l'activité physique, c'est le meilleur traitement pour lutter contre cela. L'objectif final, c'est d'améliorer la qualité de vie avec une bonne activité physique et une bonne prise en charge nutritionnelle. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans le cas où j'ai pas d'effet secondaire d'ordre digestif, j'ai un cancer du sein métastatique, je suis en cours d'un traitement, c'est tout ce que vous a dit, j'ai pas besoin de rajouter. Voilà, Carole, Carole aussi, bonjour. Une alimentation équilibrée, variée, de la couleur, des légumes, des féculents, viande, volaille, poisson, œufs, etc. Produits, de tous les groupes d'aliments, et puis primordial, donc là j'ai pas besoin de... Je passe. Donc c'est ça, au fait, c'est dans quelle situation je me trouve. On s'est attardé un petit peu sur la dénutrition pour aussi avoir cet aspect-là qui peut exister, et d'en avoir conscience. Et puis après, si tout va bien, alors bien sûr, si on est en surcharge pondérale, l'objectif, c'est de ne pas entreprendre quelque chose de restrictif, d'accord ? C'est plutôt ce qui va être positif, là, ça va être la pratique d'activité physique et d'essayer d'équilibrer l'alimentation. C'est pas forcément la perte de poids qui va... elle va pas forcément être à risque dans ce cas. Il faut plutôt essayer d'augmenter la masse musculaire. Ça va être plutôt positif. On va pouvoir avoir... Parce que du coup, c'est sur la masse musculaire aussi que les traitements sont un peu calculés. Et du coup, on va avoir moins de toxicité. On va être plus capable de tenir... Sachant qu'en surcharge pondérale, on peut aussi manquer de muscles. Et la perte de poids qui pourrait paraître peut-être satisfaisante peut devenir très très dangereuse. Donc l'activité physique adaptée permet d'utiliser les calories qu'on apporte à juste titre. Donc peut-être qu'il peut s'installer une perte de poids dans le temps, mais en fait il va y avoir un gain de masse musculaire proportionnel. Et c'est ça la clé. Alors que si on ne fait pas d'activité physique adaptée et qu'on intègre un régime ou une restriction alimentaire, le poids va diminuer. Mais en réalité, ça va être essentiellement, proportionnellement, sur la masse musculaire, sur les protéines. Et c'est ça qui peut être dangereux pour l'individu. Alors, dois-je exclure des aliments par rapport à ma pathologie ? Donc, il y a certains que vous connaissez forcément. Là, on va parler de l'alcool. Donc, l'alcool est préférable de ne pas en consommer régulièrement. Le maître mot, c'est régulièrement, d'accord ?
c'est valable. Enfin, les recommandations qu'il y a, c'est que ça soit un homme ou une femme, de ne pas dépasser 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc après, il n'y a pas de recommandation spécifique vraiment cancer, mais voilà, intuitivement, on peut se dire que quand on est en traitement, si c'est une chimiothérapie intraveineuse, pendant cette période, d'essayer de ne pas en consommer et de laisser le corps plutôt laisser passer le traitement et qu'il puisse gérer ça et qu'il n'ait pas à gérer autre chose. Il faut rappeler juste que c'est un verre. Un verre, c'est 10 centilitres de vin, ou c'est-à-dire 100 millilitres. Un demi de bière à 5 degrés. On a des bières qui sont à 12 degrés. Le whisky. Tout ça, c'est la même quantité d'alcool. Ça ne veut pas dire que le demi de bière qui a moins de degrés d'alcool n'est pas un alcool. C'est-à-dire si moi je bois un demi de bière et puis Dr Marshall boit un verre de pastis, on aura consommé la même quantité d'alcool. D'accord ? Donc quand on se sert aussi les beaux ballons de vin comme ça, où on peut servir double dose, il faut y penser. Donc les aliments à exclure pendant la chimio, le pamplemousse, le millepertuis, c'est une plante, et puis le thé vert 2 jours avant, pendant et 2 jours après le traitement. Pourquoi ? Parce que ça peut interférer avec la chimiothérapie, le traitement, et du coup ça peut augmenter les effets secondaires du traitement. D'accord, ça peut rendre le traitement un peu plus toxique. Ça passe par les mêmes voies de dégradation, donc soit ça augmente la toxicité, soit ça diminue l'efficacité. Ouais. Hop. Est-ce que du coup, il y a parmi vous peut-être qui ont quand même un traitement anti-hormonal associé à une chimiothérapie ? En général, il peut y avoir du létrozole associé à du palbociclib, ou d'autres. Donc le traitement anti-hormonal peut continuer. Rappelle que la chimiothérapie, c'est pas... Est-ce que ça pointe là ? Ah non, c'est comme ça. Voilà. Pardon. Ça, c'est pas du soja. D'accord ? Ça, c'est des pousses haricots mango. Il n'y a pas de phytoestrogène. Dans l'huile de soja, la sauce soja, il n'y a pas de phytoestrogène. Ouf, je peux aller chez le japonais et le chinois. Voilà. La sauce soja non plus, il n'y a pas de phytoestrogène. Là, ça, c'est le soja. Donc là-dedans, il y a des phytoestrogènes, les fèves d'amamé aussi. Globalement, c'est ce qui est comme aliments les plus riches en phytoestrogènes. On peut quand même en consommer. C'est pas, je veux dire, si on mange une soupe miso, il y a des phytoestrogènes dedans. C'est pas une grande quantité. Il ne faut pas dépasser, alors ça ne veut rien dire, 1 mg par kilogramme par jour, ça ne vous parle pas, c'est sûr, mais c'est déjà trop, c'est beaucoup au fait, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme dans notre alimentation, à part si vous avez switché toutes les boissons par du boisson au soja et tous vos yaourts par des yaourts au soja et du tofu tous les jours et des bobounes, des fèves d'amamé à chaque repas, là c'est un peu trop. Mais ce n'est pas varié non plus, ce n'est pas équilibré. Une fois, un par jour, ça peut être bon si on n'associe pas, mais si c'est 1 fois tous les 2 jours, c'est très bien aussi. Alors c'est ça, les compléments alimentaires, franchement, on va en parler, mais c'est très concentré, du coup là, ça peut quand même induire. Alors, juste pour résumer, si pas d'effets secondaires d'ordre digestif, pas de risque de dénutrition, etc., on suit les recommandations de la prévention primaire. C'est-à-dire poids santé, activité physique, alimentation riche en fibres alimentaires, limiter les aliments ultra transformés, limiter, pas supprimer la viande rouge et les charcuteries, c'est juste limiter les boissons sucrées, la consommation d'alcool, etc. Si après on est dénutri, on peut manger, on fait ce qu'on veut. En gros, c'est ça, d'accord ? Alors, une question qui revient souvent, est-ce que le sucre alimente le cancer ? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ce qu'on appelle le sucre, c'est le glucose, c'est-à-dire le carburant de toutes les cellules de notre corps. Je répète, c'est bien le carburant de toutes les cellules de notre corps, et y compris les cellules cancéreuses. Sauf que, en essayant de retirer le sucre de l'alimentation, on le retire pour toutes les cellules. Ce que je veux dire par là, c'est que comme toutes cellules, les cellules cancéreuses utilisent du glucose, mais on n'a absolument pas la capacité de sélectionner précisément là où va le glucose dans notre organisme.
En d'autres termes, si on essaye de retirer le sucre de notre alimentation, on prive l'ensemble de nos cellules de son carburant principal. C'est d'autant plus dangereux en situation de dénutrition. On est déjà en manque puisqu'il y a déjà une perte de poids, un déséquilibre. On risque de sérieusement aggraver le déséquilibre. À l'heure actuelle, il n'est donc pas recommandé de retirer le sucre de notre alimentation. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut manger du sucre ? Oui, on peut manger du sucre, mais comme toujours, on y revient, il faut que ça reste équilibré. À l'inverse, en situation de dénutrition, on va essayer de combler le manque. Là, on peut y aller, on peut se faire plaisir. Le tout, c'est d'amener les calories équivalentes à leurs dépenses. En cas de poids stable, en l'absence de dénutrition, une alimentation équilibrée est recommandée. Car l'alimentation qui serait trop riche en sucre ou en acides gras arriverait à une alimentation trop riche en calories. Cette fois, la balance, elle va dans l'autre sens. Et on favorise la prise de poids et en particulier la prise de masse grasse. Et c'est cet excès proportionnel à l'ensemble du corps, l'excès de masse grasse qui devient délétère, qui fait le lit d'un terrain inflammatoire, qui favorise la survenue de cancer. On en revient toujours à ce qu'on disait, là, il faut une alimentation équilibrée et variée. Voilà. C'est l'excès. Exactement, c'est l'excès qui nuit. Mais non, c'est ça. Pourquoi on s'intéresse à ça ? Parce que vous avez sûrement dû entendre des régimes ou des jeûnes qui existent, qui consistent à retirer un élément, en particulier le sucre, pour favoriser le métabolisme cétogène, c'est ce mot-là qu'on entend, qui va essayer d'utiliser les protéines, mais justement de mettre en défaut le sucre pour essayer de limiter le fonctionnement cellulaire des cellules cancéreuses. Or, les cellules cancéreuses, elles sont indépendantes de ce qu'on apporte. Qu'on mange ou qu'on ne mange pas, elles vont prendre l'énergie parce qu'elles vont demander au corps de lui en apporter quoi qu'il arrive. Donc on risque d'aggraver une dénutrition qui serait déjà existante ou d'en provoquer une si elle n'existe pas. Donc à l'heure actuelle, pas de preuve d'efficacité de ce type de régime. En revanche, risque d'aggravation de la dénutrition et de la perte de la masse musculaire. Donc les recommandations sont claires. Il n'est pas recommandé de faire de régimes restrictifs et en particulier de régimes cétogènes. En particulier en cas de cancer. Voilà. Donc dernière question, est-ce que je peux prendre des compléments alimentaires pour aider mon organisme face au traitement à la maladie ? Alors, je veux préciser simplement le terme complément alimentaire, qu'il doit être différencié du complément nutritionnel oral, que vous avez sûrement dû ou peut-être dû entendre, que sont ces boissons lactées hypercaloriques, hyperprotidiques. En cas de dénutrition, pour apporter plus d'énergie, on les apporte sous forme d'aliments, mais d'aliments artificielle, entre guillemets. Il y aura les conseils alimentaires pour enrichir l'alimentation, mais si ça ne suffit pas, il y a ces petits yaourts concentrés, ces jus de fruits un peu plus sucrés, un peu enrichis, dans le but justement de combler ce manque d'énergie. Ça, ce sont les compléments nutritionnels oraux. Ils sont essentiels en cas de dénutrition. Le complément alimentaire dont on va parler, c'est ces éléments qui sont vendus souvent comme étant naturels et avec des propriétés souvent bien supérieures à ce qu'elles ont réellement. Maintenant, elles peuvent avoir des vertus dans d'autres pathologies. Là, on se concentre sur le cancer. Elles sont vendues comme parfois étant l'élément miracle qui va guérir le cancer. Il n'y a aucune preuve de cela. En plus, elles sont vendues comme étant souvent bénignes, pas dangereuses. Il faut garder à l'esprit que c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut pas faire d'allergie, par exemple. C'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'action dans l'organisme. Et qui plus est, elles sont extraites de leur milieu naturel et souvent concentrées, souvent vendues sous forme de gélules, de comprimés ou de poudre, avec une concentration souvent très élevée. Or, ces concentrations ne sont pas testées. Ça ne suit pas le circuit du médicament. Donc, on ne sait pas quelles sont les doses minimales pour qu'il y ait une efficacité, on ne sait pas quelles sont les doses toxiques, mais c'est vendu avec des propriétés souvent donnant beaucoup d'espoir. Et il y a un marché assez juteux derrière, il faut garder aussi ça à l'esprit. Qui plus est, on l'a dit, si c'est actif, ça peut aussi avoir des interactions avec les traitements. Donc en fait, ça peut avoir l'effet opposé à celui recherché. Les recommandations sont claires, il n'est pas recommandé justement d'utiliser des compléments alimentaires. Voilà, on a fini. On vous met ici un peu les sources et les liens pour aller un peu plus loin si vous voulez. Le réseau national alimentation recherche cancer, puis il y a écrit maintenant activité physique dans leur... est une très excellente source de recommandations. C'est des chercheurs en nutrition cancer qui analysent régulièrement les études qui existent et font aussi beaucoup de promotion, prévention des conférences grand public sur les dernières... Et puis toutes les autres que vous connaissez. C'est des sources fiables avec des sources vérifiables justement et des données scientifiques récentes et validées.
Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, avant qu'on bouge peut-être, avant la dernière session, pour essayer de vous garder jusqu'au bout de cette journée, est-ce que vous avez des questions sur voilà, l'alimentation? Oui, non, oui. Vas-y. Merci pour votre intervention. Je me permets de saluer Carole et le personnel du coup à l'Institut Curie, mais bon, il se trouve que Carole, je la connais particulièrement. Et en fait, je vais forcément faire mon discours que tu connais, Carole, et je ne peux pas m'empêcher parce que je suis dans le vivre avec. Donc, ok, avec tout ce que vous avez dit, voilà, vraiment pas de problème. Mais alors du coup, j'ai toujours cette interrogation. C'est-à-dire que, imaginons la patiente qui est en surpoids. Donc, n'importe quel... Alors, je passe sous le contrôle des médecins qui sont dans la salle. Elle est en surpoids. Elle arrive avec un cancer métastatique. Eh bien, je vous assure que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui dit « Bon, ok, on va gérer le cancer métastatique. Ça, surtout si on est à Curie ou dans d'autres CLC, ça se fait assez bien. » Mais après, il n'y a pas forcément l'accompagnement. Et en plus, on entend ce type de discours. Moi, je l'entends, ce type de discours. Je suis une ancienne étudiante en biologie. Mais si vous voulez, après, qu'il n'y ait pas vraiment ce travail en amont de leur dire « Attention, double hormonothérapie, baisse d'œstrogène, baisse de métabolisme, risque de plein d'effets secondaires, dont la prise de poids. » Donc, ce discours-là, moi, j'aimerais bien l'entendre un peu plus souvent. J'entends toutes les problématiques de dénutrition et pas de problème. Mais pour la patiente qui est sous double hormonothérapie, donc, on va se dire entre nous, qui est ménopausée de façon artificielle et franche, à un âge où elle ne devrait pas l'être, et qui se prend par-dessus du palbociclib, franchement, celles qui sont dans la salle, vous me dites si vous n'avez pas de problème de prise de poids, hein, parce que... J'allais aborder le point parce que ouais. le problème, en fait, c'est bien ça le problème. C'est en effet, quand on a les injections pour nous ménopauser chimiquement, c'est de la prise de poids, c'est un vrai problème. Et on les voit monter, et on peut même arrêter de manger, et ça continue à monter. Hein. Alors du coup, c'est vrai que je pense que c'est très intéressant de se dire que dans cette maladie cancer du sein métastatique, il y a différents types de traitements, des longues périodes aussi avec ce type de combinaison de traitements, avec cette problématique de prise de poids. Alors même que, donc, on a compris, on mange équilibré, on bouge, mais est-ce que vous avez des conseils particuliers, notamment pour ces traitements, ces combinaisons C'est une question vraiment de dépenses et d'apport. En effet, il y a, comme on peut avoir à la ménopause, une baisse de dépenses. Après, c'est vraiment personne dépendante. Je respecte toutes les histoires de chaque personne, et puis chacun le vit dans son propre, dans son quotidien. Après, c'est vrai qu'avec le traitement anti-hormonal, donc on peut observer cette perte. Alors, c'est pas avec le traitement anti-hormonal, parce que les études ont montré que c'est pas forcément le traitement anti-hormonal, c'est plutôt la chimio et l'association de la chimio et traitement anti-hormonal qui, combiné, on observe cette prise de poids. Après, c'est une observation et c'est pas forcément une fatalité. Alors, chacun, pareil, son propre organisme peut réagir différemment, et pour certaines personnes, ça peut être plus difficile qu'une autre personne. Mais on peut voir des personnes sous traitement anti-hormonal perdre du poids. Ce n'est pas une fatalité. Après, j'entends, et encore une fois, c'est pour ça que je respecte l'histoire de chacune. Après, j'en ai suivi d'autres personnes qui ont un traitement anti-hormonal où il y a eu une perte de poids, et globalement, et encore une fois, c'est statistiquement globalement, on peut observer la perte de poids. Après, j'entends que c'est pas simple, et du coup, qu'il y a aussi toute cette modification de l'image corporelle aussi, etc. Moi, le message que je veux faire passer, c'est au final, il y a eu une prise de poids. Qu'est-ce qu'on fait ? Même s'il y en a eu. Est-ce qu'on se dit foutu pour foutu, je fais rien, je mange pas, ou je mange, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Et même si on fait, si on fait l'activité physique, parce que c'est ce qui est primordial à la limite, d'accord, et le poids il baisse pas, qu'est-ce qu'on fait ?
je dirais, et alors, c'est plus bénéfique, même si le poids, il s'est peut-être augmenté. Le bénéfice, ça va être l'activité physique. Parce qu'on va avoir, au niveau de la composition corporelle, quelque chose qui va être la masse musculaire qui va augmenter et du coup une meilleure composition corporelle. On peut le voir parfois aussi, du coup, c'est ce que tu disais. Alors, avec une balance à impédance-métrie, on peut voir peut-être une variation de la composition corporelle qui peut être intéressante, mais pas forcément du poids. Et ça, c'est bénéfique. Déjà, le fait de faire, c'est bénéfique. Le résultat, c'est peut-être autre chose. Je comprends qu'on peut être focalisé sur le chiffre, le poids, mais au final, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et éventuellement, le résultat arrive. Parfois, il peut ne pas arriver pour mes X raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber et du coup toujours continuer. Parce que le bénéfice, c'est l'activité physique. Il y a aussi lutter contre la sédentarité. Comme l'a dit ma collègue, quand il y a un traitement, il y a peut-être un arrêt de travail qui est là aussi, une fatigue, on bouge moins même si on fait de l'activité physique. Et l'autre problème, c'est la sédentarité. On ne se rend peut-être pas compte, mais quand on a une activité professionnelle ou une vie, je dirais, quotidienne, normale ou habituelle, en fait, on dépense de l'énergie. Et là, encore une fois, c'est un déséquilibre. Donc, il est intéressant d'analyser sa journée, puisque même si on n'a pas modifié son alimentation, en réalité, on a probablement moins dépensé. Donc, cette fois, c'est l'inverse du problème de la dénutrition. Et je suis d'accord, c'est assez aussi fréquent et ça se voit. Mais sans forcément de faire de l'activité 3 heures par jour, tous les jours, rien que d'avoir un comportement luttant contre la sédentarité, c'est des dépenses de calories qu'on quantifie difficilement, mais qu'on est plutôt entre 200, 300, 400 kilocalories comme ça, qui vont éviter la perte de poids. Avec l'alimentation équilibrée, l'activité physique, la lutte contre la sédentarité, on peut arriver à stabiliser le poids. Si le poids est augmenté, ce qu'on ne veut pas, c'est la perte de masse maigre, la perte de masse musculaire. Donc, je l'ai évoqué, on ne veut pas surtout donner de mauvais messages en disant il faut absolument perdre du poids, parce que si la perte de poids se situe sur le muscle, on vous met bien plus en danger que de ne pas perdre de poids. Donc, gardons à l'esprit que si on perd du poids, c'est de la masse grasse en priorité. Pour ça, il faut utiliser les muscles, faire de l'activité physique, lutter contre la sédentarité, avoir un apport protéique suffisant aussi. Et peut-être que le poids ne va pas se modifier, mais proportionnellement, on va améliorer notre composition corporelle. Mais c'est un vrai problème, ça, on en est vraiment conscient. Après, on n'a que 15-20 minutes, donc voilà, on ne veut pas non plus donner des messages très confusiogènes. C'est pas particulièrement en lien avec la maladie, mais je voulais savoir, vous considérez la spiruline comme un complément alimentaire, et est-ce que ça peut être intégré à une alimentation équilibrée ? Après, c'est vendu en pharmacie ? Pas forcément ? En poudre ? Après, ça dépend. Oui, sous forme de gélule, je dirais complément alimentaire. Et sous forme de si c'est des extraits naturels, voilà, bon, ça peut se consommer. Voilà. Le problème, c'est l'importance qu'on y accorde et l'importance qu'on y accorde et ce qu'on en attend, en fait. Si on se dit que grâce à ça, je vais guérir du cancer, je caricature. Hein. Là, on est vraiment dans l'erreur, je pense. Si ça permet d'améliorer tel ou tel symptôme, mais tant que ce n'est pas consommé en excès et que ce n'est pas pris à la place de quelque chose qui a là pour le coup des preuves d'efficacité, pourquoi pas, je veux dire. Mais si on en attend beaucoup trop, on risque de se mettre en danger, c'est ça que je veux dire. Alors, toute dernière question, parce qu'en fait on a un peu débordé. Voilà, une dernière remarque. Moi, je voulais vous remercier sur ce que vous avez dit sur le sucre. Parce que si vous saviez le nombre de patientes que je reçois qui ne s'autorisent plus un carré de chocolat ou un gâteau, ou qui, quand elles le font, culpabilisent, sont en panique en se disant « là, j'alimente mon cancer », je ne sais plus quoi faire pour les déculpabiliser, pour leur expliquer que ce n'est pas grave, quoi, de temps en temps. Donc, je suis très contente que vous ayez fait cette remarque sur le sucre. Merci. Donc on sait déjà que le replay de cette session sera en boucle chez Étincelle. Okay. Très bien, bon, merci beaucoup. Il faudra refaire une autre session avec plein de mouvements et plein de recettes, mais merci pour tous ces conseils.